Bonjour et bienvenue dans ce numéro 35 de ma revue d'activité parlementaire en mode député. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de plusieurs textes que nous avons eu à examiner, débattre et voter à l'Assemblée nationale, parmi lesquels un texte particulièrement important, celui sur la réforme de la fonction publique, qui a été voté en première lecture à l'Assemblée. C'est un texte extrêmement grave parce qu'il s'inscrit dans plusieurs réformes qui remettent en cause la fonction publique, le statut des fonctionnaires et plus largement ce que ça signifie, c'est les services publics, le bien commun qui est en recul et qui est de plus en plus fragilisé. Donc le texte a au cœur de son objectif qui est censé être de moderniser la fonction publique, en vérité comme objectif de précariser encore plus le statut du fonctionnaire. Je crois que c'est important de rappeler, et c'est ce que nous avons fait lors de nos débats avec notamment Hugo Bernalicis, qui était le chef de file de notre groupe sur le texte, mais également Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes revenus quand même sur le fondement même du statut. Pourquoi est-ce qu'il y a un statut de fonctionnaire particulier en France? C'est pour assurer un certain nombre de missions, de continuité au service de l'intérêt général, donc en assumant le fait que les services publics doivent être rendus avec comme non pas la rentabilité, mais comme objectif l'intérêt général. Et donc il y a un certain nombre de principes qui sont garantis par le statut parce qu'en protégeant les agents, on permet notamment la continuité du service public, le fait que par exemple on ne peut pas licencier des fonctionnaires quand on change comme ça de majorité parlementaire ou à quelque niveau que ce soit, le fait qu'ils puissent continuer leur engagement et qu'ils s'engagent dans leur carrière à servir l'intérêt général et donc voilà, que les services publics puissent continuer, le fait qu'on assure l'accès de tous et toutes à ces services. Donc voilà, il y a un certain nombre de principes qui font en fait la spécificité de la fonction publique et donc des services publics. Et c'est un statut qui a été construit à force de lutte, de débats parlementaires aussi. C'est intéressant de revenir sur les débats et pourquoi est-ce que à un moment donné, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce statut-là a été constitué et a été renforcé justement pour garantir un certain nombre de principes républicains. Et c'est tout ça que ce projet de loi remet en cause en favorisant notamment la précarisation avec des statuts de CDD ou de contractuels surtout, qui sont déjà bien trop nombreux dans certains secteurs comme l'éducation ou la santé et qui vont être encore plus développés. Donc nous nous sommes opposés à ce texte et nous continuerons à nous y opposer. C'est également le cas de l'ensemble des organisations syndicales et l'ensemble des agents aussi qui portent à bout de bras des services publics qui sont de plus en plus fragilisés et qui ne se souhaitent pas voir leurs conditions de travail et donc les services rendus au public et à toute la population encore plus amoindris. Donc le texte est passé en première lecture. Nous allons continuer à nous opposer et à justement proposer ce que pour nous devrait être l'avenir de la fonction publique, qui a un avenir à travers de nouveaux services, que ce soit de la petite enfance à la dépendance, en passant aussi par la transition écologique, parce que c'est un enjeu important de développement des services publics. Et donc la mobilisation continue. Il y a un autre passage en deuxième lecture qui va avoir lieu. Et donc, ça va revenir à l'Assemblée nationale et ce sera à nouveau l'occasion de mener cette bataille-là importante. La ministre s'est évertuée à nous parler d'une concertation qui mettrait autour de la table l'ensemble des acteurs et des actrices, mais c'est un peu contradictoire avec le fait de faire voter en l'état cet article qui prévoit tout de même noir sur blanc la remise en cause de ce statut. On voit encore là une méthode soit de gribouille, soit d'hypocrite qui prétend faire le dialogue en ayant pris la décision et en mettant les personnels devant le fait accompli, n'ayant plus que pour seule possibilité de négocier les résultats d'une décision qui est prise, encore une fois,
contre l'ensemble des agents. Donc nous maintenons cet amendement de suppression et appelons le gouvernement à revenir à la raison sur ce sujet. Nous considérons que l'approche manque d'une vision et d'une analyse intersectionnelle dans les réponses qui sont portées, et c'est également ce qui était déjà déclaré en 2016. Nous nous identifions tous et toutes, souvent positivement, et sommes assignés, malheureusement souvent négativement, à un genre ou une appartenance ethno-raciale ou une orientation sexuelle. Et c'est tout cela qui doit être pris en compte dans les propositions, dont l'écueil central, je l'ai dit, est l'impensé des dimensions multiples des identités et du coup de la nécessité d'avoir une vision plus globale. Lutter efficacement contre le sexisme implique, de notre point de vue, de lutter aussi contre toutes les autres formes de discrimination, sans quoi de nombreuses personnes discriminées en fonction de leur identité de genre ne seront pas protégées par les dispositifs. C'est le sens des propositions que nous mettons dans le débat, qui vont être présentées dans cet article, notamment le fait d'imposer la parité dans les nominations pour les conseils d'administration, pour renforcer les dispositifs qui sont déjà mis en place, le fait de rendre obligatoire les sanctions en cas de non-dédiction ou respect du plan d'action, mais également la proposition d'un pôle égalité qui prendra en compte les apports qui existent déjà dans les différentes politiques publiques en matière de lutte contre toutes les discriminations et avec des instruments qui permettront de répondre à ces problèmes endémiques sur lesquels la fonction publique, plus que d'autres, encore doit se montrer exemplaire. Une des critiques qui est faite au service public et qui participe de beaucoup de caricatures, c'est le fait que les usagers et usagères n'ont plus accès à des personnes physiques, à des fonctionnaires pour les renseigner. Et donc, à moins d'assumer, y compris votre volonté de réduire le nombre de fonctionnaires, il n'y a aucune raison de ne pas accepter cet amendement qui, encore une fois, permettrait d'avoir des garanties pour les usagers et usagères. Un autre texte qui a été voté là en lecture définitive ce mois-ci à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi sur le statut de la Polynésie française. Alors qui a un aspect un peu institutionnel parce qu'il revient sur des dispositions sur le fonctionnement des institutions polynésiennes. C'est aussi un texte important puisque symboliquement, l'article 1er, alors en fait il y a deux textes. Il y a le projet de loi, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. Et donc, l'article 1er du projet de loi organique a fait l'objet de beaucoup de débats. Et nous avons soutenu des amendements qui ont permis de l'améliorer, puisqu'il s'agissait de reconnaître en fait la place qu'a tenue la Polynésie française dans le développement du nucléaire. De la capacité nucléaire française. Et donc ça a été l'objet de plusieurs débats sur le fait que la Polynésie et les populations et ce territoire en fait n'ont pas contribué volontairement mais ont subi des préjudices importants en matière sociale, environnementale, économique à travers le développement des essais nucléaires dans ce territoire. Et pendant des décennies, en fait, l'impact très négatif sur la santé, sur l'environnement de ces essais ont été cachés à la population. Et donc, c'est la mobilisation parlementaire, mais aussi associative, qui a permis qu'on arrive à, dans ce texte, une prise en compte et une reconnaissance, une forme de reconnaissance. Et donc, notamment les débats à l'Assemblée nationale avec un amendement que nous avons soutenu. Nous avions proposé aussi des amendements pour faire en sorte qu'on indique clairement que la Polynésie, ses populations, ses territoires ont été mis à contribution et ont subi des préjudices. La formule qui a été retenue donc parle bien de mise à contribution et pas simplement d'une contribution, mais nous avions voulu qu'on aille plus loin et qu'on inscrive le fait qu'il y ait des préjudices subis, même si ça n'a pas été adopté. Ça a été une petite avancée qui a été défendu et voté par l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale. Et comme ça n'arrive pas souvent que le débat parlementaire puisse faire avancer des textes au moins sur cet aspect-là, je tenais à le souligner.
à cette occasion. Plus largement, il y a beaucoup d'autres débats sur la question de la Polynésie, mais à cette occasion, ce débat-là nous a permis au moins de revenir sur un pan important de l'histoire de la République, de l'histoire de ces territoires. Et donc, voilà, ça valait la peine de cet échange parlementaire qui a réussi à aboutir, au moins à avancer dans un sens qui nous semble positif. À l'Assemblée nationale, vous le savez, nous avons aussi chaque semaine des questions au gouvernement, des questions d'actualité. Et donc, au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion de poser 2 questions. Dernièrement, une question sur le licenciement de salariés de General Electric, licenciement qui a été annoncé il y a quelques jours après l'élection européenne, et donc qui a été l'occasion de remettre dans le débat la responsabilité donc des gouvernements précédents, mais aussi de ce gouvernement dans ce qui est une véritable débâcle sur un des fleurons industriels de notre pays, Alstom. Et donc j'ai posé cette question au gouvernement en demandant à ce qu'il reprenne le contrôle de la situation pour garantir les emplois et la pérennité industrielle du site. Ça signifie en partie que l'État, qui s'est complètement désengagé, renationalise, y compris temporairement, le site. Donc voilà, une question importante à la fois pour la situation des salariés, mais aussi pour la stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre, notamment sur la question de la transition écologique, parce qu'il nous faut des industries fortes pour pouvoir changer notre modèle de production. Et il y a des savoir-faire, des compétences qui sont aujourd'hui bradées et qui vont se perdre si nous ne faisons rien. Voilà pourquoi c'est un dossier important, avec des enjeux nationaux et internationaux de première ampleur. Voilà la question que j'ai posée pour le groupe de la France Insoumise au gouvernement au cours des dernières semaines. Monsieur le Premier ministre, hier, General Electric a annoncé le licenciement de plus de 1000 salariés. Des milliers d'emplois indirects vont également être touchés. Cette décision, rendue publique 2 jours après l'élection européenne, dévoile la duplicité de la multinationale états-unienne et la complicité de votre gouvernement dans cette opération. Emmanuel Macron porte l'entière responsabilité de ce désastre. C'est lui qui a organisé la vente d'Alstom à General Electric. Vente justifiée par des mensonges et qui s'est déroulée dans des conditions tellement problématiques qu'un signalement à la justice a été fait en janvier dernier pour des pratiques qui pourraient s'apparenter à, je cite, un pacte de corruption. C'est aussi son conseiller lors de cette vente, le haut fonctionnaire Hugues Bellet, qui a été nommé en avril dernier à la tête de General Electric France pour mettre en œuvre le plan de restructuration. Bel exemple de pantouflage et de conflit d'intérêts que votre loi de casse de la fonction publique va favoriser. Le groupe états-unien, quant à lui, n'a respecté aucun de ses engagements, notamment en matière de création d'emplois. Ces suppressions relèvent bien plus d'une logique de prédation financière que d'une logique industrielle. Champion de l'évasion fiscale, General Electric ne paie pas d'impôts en France alors que l'activité gaz reste la plus rentable de la branche. Dans ce dossier, l'intérêt national a été marchandé. L'oligarchie a bradé un fleuron et s'est grassement servi au passage. À l'heure où la transition écologique nécessite la planification de savoir-faire et de ressources industrielles sans précédent, ce sabordage est proprement criminel. Vous prétendez garantir l'avenir du site et un accompagnement personnalisé des salariés. Comme pour les GMES, Ford, Ascoval et bientôt Fiat et Whirlpool peut-être, vous allez surtout les accompagner à traverser la rue pour aller s'inscrire au Pôle emploi. Pour garantir l'emploi et les technologies, comme par exemple les éoliennes marines, qui sont indispensables à notre souveraineté et à la planification écologique, l'État doit reprendre le contrôle. De lourdes sanctions doivent être prises contre General Electric pour dissuader toute autre entreprise étrangère de braver ainsi la puissance publique. Plutôt que de faire des moulinets et brasser inutilement du vent, votre gouvernement est-il prêt à prendre ces mesures qui s'imposent ? Une autre question adressée au gouvernement, mais qui a un autre format, ce sont des questions orales sans débat. C'est une occasion qu'on a sur un sujet particulier de pouvoir interpeller un ministre. Et donc c'est pour ça que ces questions sont faites à un moment différent des questions d'actualité. Et donc ces questions orales sans débat, sur le thème que j'avais choisi, c'était celui sur les ateliers sociolinguistiques. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et donc c'est au ministre
initialement en fait à la ministre de la Cohésion des Territoires que cette question était adressée, mais le gouvernement avait choisi donc d'envoyer le ministre de l'Intérieur. Et donc c'est une interpellation que j'ai eue de la part des associations, de beaucoup d'associations et de centres sociaux sur la circonscription, dans le 18e et dans le 19e, sur le resserrement en fait des moyens donnés aux associations pour pouvoir fournir ce service d'ateliers sociolinguistiques qui permettent à des personnes étrangères de pouvoir apprendre le français et dans des cadres collectifs du quotidien, dans des quartiers et qui s'adressent à toutes les populations et donc dont le financement aujourd'hui n'est plus assuré et est rendu de plus en plus difficile. Et donc j'ai interpellé le gouvernement à ce propos. Pour avoir un engagement de pérennité pour ce financement. Il est inconcevable, de notre point de vue, de restreindre l'accès à la langue pour tous et toutes, et surtout pour des personnes qui sont arrivées depuis plusieurs années, souvent des femmes d'ailleurs, qui décident à un moment donné d'améliorer leur connaissance de la langue pour aussi s'insérer plus facilement dans leur tissu social et économique. Je rappelle que le rapport Taché avait d'ailleurs préconisé en février dernier de permettre l'accès de tous et toutes à la langue sans critères administratifs. Les ateliers sociolinguistiques permettent chaque année à des milliers de personnes d'améliorer leur pratique de la langue et ce dans le cadre de projets qu'elles déterminent elles-mêmes. Le portage associatif des cours de français permet, au-delà des compétences linguistiques, de travailler autour de la citoyenneté et de l'engagement collectif et dans une logique d'insertion locale. En restreignant l'accès à la langue et en éparpillant les budgets alloués aux associations, votre gouvernement fait le choix, une fois de plus, dans la lignée des politiques menées depuis 2007, d'opposer les publics. Nous souhaitons donc savoir quelle réponse êtes-vous prêt à donner aux associations, aux difficultés qu'elles rencontrent en termes budgétaires pour pouvoir fournir ce service essentiel pour la cohésion sociale. Alors en circonscription, au cours des dernières semaines, une des actualités particulièrement dynamique et forte a été la mobilisation des parents d'élèves, des élèves et des enseignants contre la réforme Blanquer. Nous avions déjà évoqué ce sujet-là et depuis la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, sur laquelle nous nous étions opposés en proposant une autre vision de la réforme de l'éducation. C'est ma collègue Sabine Rubin qui était chef de file du texte sur le sujet. Nous sommes opposés à cette réforme parce qu'elle remet en cause là aussi le service public de l'éducation en augmentant la pression sur les enseignants et puis en créant une école à deux vitesses avec une école pour en gros l'élite et puis pour le reste de la population, moins de moyens, notamment pour les enseignants. Alors voilà, il y a beaucoup de problématiques. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites sur le sujet et puis notamment au travail de Sabine Rubin qui a beaucoup suivi ce dossier-là et qui est très impliquée, comme nous tous, mais qui étant chef de file, a été particulièrement impliquée. Et alors, ce sur quoi je voulais revenir, en parlant de la circonscription, c'est que donc depuis maintenant plusieurs mois, en fait, il y a une vraiment super forte mobilisation des parents d'élèves, des élèves qui voilà, se sont emparés de ce texte, se sont rendus compte du problème qu'il pose et se mobilisent en faisant des déambulations citoyennes. J'ai participé, ainsi que d'autres de mes collègues, à plusieurs de ces initiatives dans le 18e et dans le 19e. Et là, dernièrement, on mis en place des nuits des écoles où les parents et les élèves occupent l'école pour interpeller le gouvernement. Et donc ça, c'est un mouvement qui va se continuer et qui doit se diffuser largement parce que, notamment dans le 18e et 19e, ce qu'on constate déjà, c'est la fermeture d'un certain nombre de classes, ce qui va augmenter en fait la pression sur les enseignants et diminuer la qualité de l'accompagnement et de l'encadrement des élèves. Et donc déjà, il y a eu beaucoup de mobilisation contre les fermetures de classes, et cette réforme-là va accentuer ce problème
de suivi, d'encadrement et de moyens pour les enseignants de faire correctement leur travail. Il y a également une répression forte de la parole enseignante avec des enseignants qui se mobilisent contre cette loi, qui subissent une pression de leur hiérarchie, et c'est y compris un des articles de la loi qui va diffuser ça et autoriser ça à plus grande échelle. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux et c'est important qu'il y ait une mobilisation citoyenne et des parents et en fait toute la communauté éducative qui est mobilisée sur ces questions. Et je suis, comme tous les députés de la France Insoumise, aux côtés des enseignants, des parents, des élèves dans leur mobilisation. Et donc, lorsque le texte va revenir à l'Assemblée nationale, donc dans quelques semaines maintenant, il sera d'autant plus important que cette mobilisation continue pour faire reculer le gouvernement sur cette énième réforme de casse du service public et en l'occurrence du service public de l'éducation. Je voulais également parler ici d'une mobilisation qui est moins connue, mais qui est tout aussi importante, notamment dans le 19e arrondissement, mais en fait c'est une mobilisation nationale, c'est celle du secteur de la pédopsychiatrie. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais dans tous les cas, on va en reparler puisque j'ai commencé à suivre ce dossier-là en étant interpellée par les soignants de Paris, du secteur, qui se mobilisaient contre la fusion en fait, des hôpitaux psychiatrique au niveau parisien qui va là aussi rendre leurs conditions de travail encore plus difficiles et à travers ça je me suis intéressée donc à un secteur de la santé très peu connu et pourtant qui touche un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes et de la population par extension, que ce soit les personnes qui sont traitées, qui sont suivies, mais aussi leur famille. Les maladies mentales sont un enjeu de santé publique extrêmement important. Je crois que le chiffre, c'est une personne sur 5 en France a un trouble ou est potentiellement à risque de troubles mentaux. Et donc, c'est un domaine qui nécessiterait plus de moyens, beaucoup plus de suivi et beaucoup plus de visibilité parce que en fait voilà c'est une réalité quotidienne loin des caricatures qui sont faites sur le sujet et donc en fait à travers ça je me suis intéressée donc au secteur en particulier la pédopsychiatrie. J'ai eu l'occasion de visiter un hôpital de jour qui se trouve dans le 19e arrondissement où j'ai échangé avec les membres de l'équipe, de la direction sur leur quotidien, sur leur travail, sur le type de pathologies auxquelles ils sont confrontés sur des enfants parfois très jeunes et sur voilà, leurs besoins et leurs difficultés. Et donc ces personnels étaient mobilisés lors d'une journée pour interpeller le ministère et les pouvoirs publics et l'opinion publique sur les enjeux qu'il y a dans le secteur en particulier la pédopsychiatrie. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet, de diffuser également les infos, parce que je crois que c'est un sujet qui n'est pas assez discuté et qui a tellement d'enjeux en termes à la fois de santé en général, mais aussi d'éducation, puisqu'on parle d'enfants, de parfois très jeunes enfants. À la suite de ce travail, hein, et dans le cadre de ce travail, j'ai notamment posé une question écrite au gouvernement sur la situation des instituts médicaux et éducatifs qui sont en trop peu grand nombre aujourd'hui en France. Et donc, je continuerai bien sûr à suivre, à interpeller le gouvernement et puis à suivre aussi les mobilisations, à soutenir les mobilisations des personnels dans ce secteur important, d'autant plus important dans des quartiers populaires parce que un des éléments aussi à avoir en tête, c'est que la précarité sociale est un facteur de vulnérabilité d'autant plus important en matière de santé mentale et aussi de capacité d'accompagnement, de détection des troubles, notamment chez les jeunes enfants. Voilà, je vous renvoie donc sur le sujet, si vous voulez en savoir plus, il y a une page Facebook de la psychiatrie parisienne unifiée, ça s'appelle Psychiatrie parisienne unifiée, qui explique un peu plus en détail le sujet. Et n'hésitez pas à vous renseigner
y compris dans votre arrondissement, dans votre ville, pour en connaître plus sur le sujet et apporter votre soutien aux personnels qui sont mobilisés sur ces questions. Alors au cours des dernières semaines, nous avons aussi été beaucoup impliqués dans toutes les mobilisations, les campagnes. En matière de mobilisation, je voulais revenir sur les mobilisations autour des marches pour le climat qui ont été très importantes ces dernières semaines et dans lesquelles, avec tous mes collègues de la France Insoumise, on a également été très présents pour soutenir cette exigence, notamment de la jeunesse, que les gouvernements et les pouvoirs publics prennent à bras-le-corps la question de la transition écologique et de l'enjeu, puisqu'il nous reste, je vous rappelle, selon les scientifiques du GIEC qui travaillent sur le sujet du changement climatique, 12 ans pour prendre à bras-le-corps ce sujet et adapter l'ensemble de nos sociétés au changement climatique qui a commencé. Les alertes sont nombreuses, mais les réactions du gouvernement font encore défaut parce que ne sont pas à la hauteur de la situation. Et donc depuis plusieurs mois, il y a ces mobilisations, notamment étudiantes, qui tous les vendredis se mobilisent. Et puis ce qu'on a vu aussi, et qui pour nous est important, c'est la jonction, les formes de jonction avec le mouvement social plus généralement et en particulier le mouvement des Gilets jaunes qui connaît un processus, on va dire, de diffusion lente dans un peu toutes les mobilisations. Maintenant, on a des Gilets jaunes un peu partout dans les manifestations, les différentes actions avec des slogans qui deviennent en fait des références des mobilisations sociales. Et puis l'idée que nous aussi nous avons appuyé, fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. J'ai eu l'occasion à l'Assemblée nationale d'interpeller le gouvernement sur ce thème-là. Et puis c'est vrai que c'est un enjeu pour nous qui défendons la perspective d'une écologie populaire, c'est-à-dire qui prend à bras-le-corps les questions de justice sociale et de justice climatique, car ces deux questions sont liées. Les questions d'inégalité économique, d'injustice économique et sociale renforcent les problèmes environnementaux et vice-versa. Et donc c'est, je crois, encore hier, aujourd'hui et demain, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, une question clé des mobilisations, comment on fait cette jonction-là. Et nous serons comme depuis toujours, aux côtés de la mobilisation et aussi de faire ce lien-là dans l'institution à travers les questions comme celles que j'ai pu poser, les interpellations et les initiatives comme celles présentées par ma collègue Mathilde Panot sur la question de l'urgence climatique et toutes les propositions que nous allons continuer à faire dans le débat parlementaire sur ce sujet. Alors ces dernières semaines, ces derniers mois, mais en particulier dans les dernières semaines, une des mobilisations qui nous a beaucoup occupés, ça a été bien sûr la campagne des élections européennes avec la candidature de 79 insoumis et insoumises, la tête de liste Manon Aubry, qui nous a rejoints et qui a vraiment porté de manière brillante, déterminée cette campagne. Moi, j'ai participé, comme d'autres députés, à des réunions publiques. Donc, j'ai notamment eu l'occasion d'accompagner Manon ainsi que les candidates en Guadeloupe, aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, et donc de participer à plusieurs initiatives avec elle. Et donc, ça a été une campagne longue, pas facile, dans un contexte politique de forte répression des mobilisations sociales et de parasitage un peu constant du débat. Les résultats que nous avons obtenus sont décevants de notre point de vue, y compris du point de vue de l'engagement qui a été celle de tous les candidats et candidates, de tous les militants qui ont organisé des dizaines de réunions publiques, de fantastic meetings. Donc c'était assez décevant, d'autant que globalement le fait que
le Front National ou Assemblée nationale arrive à nouveau en tête est un signe vraiment négatif de la situation politique. Bien sûr, il a été conforté par la stratégie du gouvernement d'en faire l'adversaire, et puis le contexte général où on a quand même un président de la République et une majorité qui assument désormais le caractère de droite autoritaire de leur politique, dans à la fois la répression, comme je l'ai dit, des mouvements sociaux, et puis le contenu des politiques qu'ils mettent en œuvre. Donc on a vu voilà, cette polarisation organisée, le duo infernal entre l'extrême droite et l'extrême marché qui a un peu verrouillé le débat. Et donc c'est vrai que nous ne sommes pas parvenus à briser cette mise en scène et ce discours politique, et à se présenter, à mobiliser suffisamment des personnes qui avaient voté pour nous, qui pouvaient être d'accord avec nous sur les questions de l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui, nous avons réussi tout de même à faire élire 6 députés européens et européennes qui vont faire, je crois, un travail formidable, parce que ce sont des militants et des insoumis et des insoumises avec une vision claire, critique, mais aussi en termes de propositions de l'Union européenne, des propositions à travailler avec nos alliés de Maintenant le Peuple. Donc on a tout de même ces 6 députés, ce groupe qui va travailler du coup en coordination beaucoup avec le groupe à l'Assemblée nationale, parce que justement nous on ne déconnecte pas le projet politique qu'on porte et l'intervention au sein des institutions, donc que ce soit au sein de l'Assemblée nationale en France ou au sein du Parlement européen. Donc il faut vraiment, pour nous maintenant, trouver les outils, les moyens d'avoir ce débat de bilan, puisque c'est quand même un recul pour nous de ne pas être arrivé à obtenir autant de députés et à réussir à convaincre les citoyens et les citoyennes d'envoyer plus de députés insoumis au Parlement, mais aussi voilà, de remobilisation, parce que la situation politique reste préoccupante et continue à être préoccupante, y compris le fait que la majorité se satisfait, voilà, d'avoir installé l'extrême droite dans le paysage politique comme la seule alternative à leur propre politique de droite, d'extrême marché. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste insupportable. Et je crois que ce que nous défendons à la France Insoumise, le projet alternatif, reste valable et pertinent. Et donc à nous maintenant de faire le travail. Et les débats ont commencé au sein du mouvement, au sein du groupe de la France Insoumise, le groupe parlementaire, où nous sommes 17 députés, il y a 17 sensibilités, expériences, points de vue qui voilà, ont commencé à échanger. C'est le cas aussi dans tous les autres espaces du mouvement de la France Insoumise, l'espace politique, l'espace thématique, l'espace des luttes. Et nous allons, dans les prochaines semaines, avoir un rendez-vous fin juin pour discuter de tout cela avec les insoumis et les insoumises, et puis pouvoir définir de nouvelles perspectives de mobilisation, de lutte et de construction de cette alternative que nous appelons de nouveau. Voilà donc un premier petit bilan un peu des réflexions qu'on a commencé à avoir sur le sujet, et puis donc voilà, plus largement dans les prochaines semaines on va entamer la fin de la session parlementaire. Je pense qu'on va avoir on risque d'avoir beaucoup de textes et d'avoir une session qui se poursuit très, très tard dans l'été, parce que le gouvernement justement a fait en sorte d'éviter d'avoir de gros textes avant les élections, et là maintenant ils vont mettre le paquet. Voilà pourquoi il faut rester mobilisés. En tout cas nous restons mobilisés à l'Assemblée nationale et aux côtés de celles et ceux qui luttent et qui ne baissent pas les bras. Merci d'avoir suivi cette revue
d'activité parlementaire. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à diffuser cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro et le bilan un peu qui sera aussi un numéro de bilan, puisque on va arriver à la fin de la deuxième année d'activité parlementaire. Et donc voilà, on a prévu des comptes rendus de mandat et de diffuser un peu le bilan de notre activité sur ces 2 dernières années. Donc je vous en parlerai dans le prochain numéro. En attendant, on ne lâche rien, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là et on continue. Merci à vous tous et à bientôt.